Voilà, tout le monde m'entend? Oui, Très bien. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans le Facebook Live FNEO-FNO. Je vais présenter nos trois stars de la soirée. Donc, la première, c'est Anne Prual. Bonsoir Anne. Anna. Ah merde, ça commence bien. Bonsoir Anna Prual. Voilà, j'y arriverai pas. Présidente de la FNEO. Ici ce soir, pour poser les questions à nos deux expertes de la soirée, Sarah De Giovanni. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Sarah De Giovanni, tu es orthophoniste, tu fais partie aussi de la commission exercice libéral de la FNO et tu es présidente du SDO 75. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces deux missions dans ton quotidien? Oui, absolument. Bonsoir à toutes et à tous. J'exerce dans le 10e arrondissement et donc je participe à la commission exercice libéral depuis quelques années maintenant, dans laquelle on a le plaisir et la charge de travail de réfléchir aux négociations conventionnelles, aux orientations qu'on peut proposer aux administratrices et aux administrateurs de la FNO pour que les décisions soient prises ensuite en conseil d'administration fédéral. Et mon activité de présidente de syndicat départemental de Paris, elle est toute récente parce que nous avons créé le SDO 75 au mois de novembre. Donc ça nous prend une belle charge de travail aussi de lancer voilà, des beaux projets depuis ces 7 derniers mois. Et on a monté un très beau conseil d'administration départemental très dynamique et avec lequel on travaille très bien. Ok. Et il me reste à présenter Anne-Françoise Saint-Cyr, qui est présidente des URPS Martinique et qui fait aussi partie de la commission accès vie professionnelle au sein de la FNO. Anne, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'être présidente des URPS? Alors très rapidement, parce que je suis nouvellement élue et que c'est une fonction qui est vraiment inédite pour moi. L'URPS des orthophonistes a été élue le mois dernier, suite aux élections URPS qui ont eu lieu sur tout le territoire. Et le but est de pouvoir travailler en interprofessionnalité avec les autres professions libérales de santé, de façon à pouvoir coordonner les soins, à pouvoir travailler sur la prévention et à pouvoir proposer un accès aux soins le meilleur possible avec tous ces professionnels de santé libéraux. D'accord. Et alors, dans la commission accès vie professionnelle, en quoi ça consiste finalement, cette commission? Alors, c'est une commission qui intervient, comment dire, donc c'est une commission de la FNO qui intervient afin de proposer un maximum d'outils aux orthophonistes étudiants en particulier, et puis aux autres personnes qui souhaiteraient accéder à cette profession d'orthophoniste. C'est une commission qui essaie aussi au maximum de trouver des solutions pour réduire, par exemple, les délais d'attente. Comment on pourrait faire pour augmenter le quota, par exemple, des étudiants en orthophonie. Les relations un peu avec les CFUO, avec les ouvertures de centres de formation universitaire en orthophonie. Et puis aussi, pas que pour l'exercice libéral. Donc là, ce soir, c'est spécialement pour l'exercice libéral, mais ça concerne aussi l'exercice salarié qui a bénéficié d'un Facebook Live aussi il y a quelques semaines. D'accord. Ok. Et je vais finir par me présenter. Donc, moi, je suis Élodie Pasquale et je suis vice-présidente de la FNO en charge de la communication. Donc, cette soirée est vraiment
orientée pour vraiment s'adresser aux futurs orthophonistes qui ont envie de démarrer plutôt dans le libéral. C'est vrai que, comme tu disais, Anne, on a fait un Facebook Live le mois dernier pour les salariés. Il y a eu pas mal de questions. Donc là, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit à prendre la parole. On avait déjà en amont eu quelques questions. Donc, c'est Anna qui va pouvoir poser la première question. Nous t'écoutons. Merci, Elodie. Alors, la première question, peut-être, ce sont quelles sont les différentes étapes pour pouvoir s'installer en libéral? Alors, Sarah, je te propose de commencer la réponse. Je veux bien commencer, bien sûr. Alors, il y a effectivement un certain nombre d'étapes pour pouvoir s'installer en libéral. Donc, on va les compléter ensemble avec Anne. La toute première chose à faire, c'est de faire enregistrer son diplôme auprès de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle on veut s'installer. Alors, soit de la région dans laquelle on va avoir son bureau, soit dans la région dans laquelle on est domicilié, si ce n'est pas la même, en cas de remplacement. On ne déclare pas la même adresse. Quand on est remplaçante, on déclare son domicile propre. Donc, on fait enregistrer d'abord son diplôme auprès de l'agence régionale de santé. C'est devenu très simple parce que maintenant, on peut le faire directement en ligne. Donc, c'est vraiment une facilité qui change pas mal de choses. La deuxième chose à faire, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Ce qui est une chose assez simple, même si il y a des choses qui se disent sur le sujet qui ne sont pas forcément exactes. On voit passer par-ci, par-là, parfois sur les réseaux, parfois à d'autres endroits, qu'il faut un compte professionnel ou pas de compte professionnel. Donc, nous, en tant que professionnels de santé conventionnés, nous n'avons pas besoin d'un compte professionnel spécifiquement. Nous avons le droit d'utiliser un compte classique. Reste à trouver la banque qui nous accordera ce compte classique. Ce n'est pas une mince affaire. Et on ouvre ce compte à ce moment-là du processus parce que ça nous permet de donner le RIB au moment de notre rendez-vous à la CPAM. C'est la troisième étape. On doit se rendre à la CPAM pour déclarer notre exercice et pour y signaler qu'on souhaite être orthophoniste conventionné ou pas conventionné, mais quand même, on est bien proche des 100% à être conventionné. Donc, ça veut dire qu'on adhère à la Convention nationale des orthophonistes et qu'on va donc respecter les dispositions de la Convention nationale des orthophonistes, en échange de quoi on aura des avantages, dont par exemple le remboursement des soins à nos patients. C'est important. Donc ça, c'est la troisième étape. Ensuite, on va... Oui, pour la CFE. Vas-y, je t'en prie. Donc, une fois qu'on aura un numéro ADI qui aura été délivré à la fois par l'agence régionale de santé et par le service relations avec les professionnels de santé de la CPAM, on va pouvoir se diriger vers le centre des impôts afin d'avoir une immatriculation et puis d'avoir un numéro INSEE aussi, puisqu'en fait, on va déclarer une entreprise qui, à terme, donc, aura un numéro SIREN, donc c'est l'entreprise, SIREN EL entreprise, et un numéro SIRET, qui est l'endroit où va être implantée cette entreprise, d'accord, qui est la fin du numéro. Évidemment, ça va ouvrir des droits. Toutes les formalités qui ont déjà été effectuées vont ouvrir des droits en tant que professionnel conventionné, aussi en tant qu'assuré social à titre personnel, puisque il y a certains avantages à être conventionné, puisque ça nous permet d'avoir une petite baisse de nos cotisations à l'assurance maladie, de nos cotisations propres. Et puis, il faut aussi matriculer à l'URSSAF, malheureusement, mais il faut le faire, c'est obligatoire pour éviter d'avoir des problèmes. Parce que cette déclaration que vous allez faire aux impôts, elle sert aux impôts à l'URSSAF. Et tout ça, ce sont des organismes qui vont nous accompagner tout au long de notre vie de professionnels de santé libéraux. Parce
parce que ce sont ces organismes qui vont permettre de prélever les cotisations et de contrôler aussi notre activité. Voilà. Ensuite, alors, ce n'est pas obligatoire, mais de préférence, on passe à la caisse des allocations familiales. Si jamais vous avez des enfants ou des choses comme ça, voilà, ça aide. Et puis, après, on va toucher le troisième organisme qui va nous accompagner toute notre vie de professionnel libéral, qui s'appelle la Carpinco. La Carpinco, c'est la caisse de retraite qui concerne les infirmiers, les masseurs kinés, les orthoptistes et nous. Et les podologues, merci. Merci beaucoup. Et qui va... c'est une caisse de retraite à laquelle on est obligé d'être affilié quand on est conventionné. Ça fait partie de nos obligations. Je ne saurais pas dire avec quelques avantages ou quelques inconvénients. Non, je plaisante, mais vous avez sûrement entendu parler des remous autour des retraites. Là, pour l'instant, on est affilié à la Carpinco qui va prélever des cotisations obligatoires et puis des cotisations complémentaires et puis l'assurance décès au cas où il y aurait des soucis effectivement de cet ordre-là. Ouais, l'étape suivante, c'est l'adhésion à une responsabilité civile professionnelle. Donc ça, c'est l'assurance qui est obligatoire également. C'est une assurance professionnelle qui permet qu'on peut utiliser en cas de problème, que ce soit au bureau, que ce soit au domicile des patients, voilà, en cas de problème matériel ou de blessures humaines. C'est cette assurance-là qui va rentrer en jeu. Et ensuite, alors ça vient une fois qu'on est vraiment installé, hein, c'est la déclaration du RGPD, donc c'est le règlement général sur la protection des données, qui est en fait le fait simplement de tenir un registre des données qu'on manipule. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit forcément utiliser très régulièrement, mais en tout cas il faut une première fois signaler que nous sommes amenés avec nos logiciels professionnels, nos logiciels de télétransmission, avec parfois d'autres outils, à manipuler des données sensibles, des données de santé. Et donc, c'est important que la déclaration de cette utilisation-là soit faite. Voilà, je pense qu'on a fait le tour déjà des grands... Pas mal de choses à faire au début. Hein. Oui. Ouais. N'oubliez pas de récupérer votre diplôme auprès du centre de formation universitaire en orthophonie. C'est très important parce que vous en aurez besoin tout le temps. Ouais. Et on avait tendance avant à le laisser un peu à l'université. Récupérez-le de façon à être bien sûr de pouvoir vous inscrire au niveau des instances nécessaires. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Anna, est-ce que tu avais d'autres questions? Oui, peut-être quels sont les différents types d'installations qu'on peut avoir en libéral? Il y a le remplacement, la collaboration, tout ça. Oui, je commence comme tu veux. Alors, effectivement, le remplacement est une des formes d'exercice libéral qu'on peut avoir. Ça arrive effectivement assez souvent au début d'exercice, hein, qu'on débute par ça pour tester un peu un lieu, tester un peu une activité. Ça peut être intéressant. Donc, le remplacement, dans notre profession, c'est assez souvent des remplacements de congé maternité. Hein. On a une profession très, très féminine, donc nécessairement... Ça sert beaucoup à ça. C'est des remplacements plus ou moins longs. Il faut évidemment signer un contrat, je le dis, il faut signer un contrat qui va reprendre différents éléments qui sont obligatoires dans les contrats. Hein. Il y a vraiment certains éléments qu'il faut absolument citer. Actuellement, sur le site de la FNO, il y a un contrat type de remplacement qui est en accès libre. Et qui permet, comme premier pas dans la vie active des professionnels, voilà, d'être accessible librement. Reste ensuite à déterminer, au-delà des dates du contrat, le pourcentage de la rétrocession, bien entendu. Donc, il faut se mettre d'accord avec l'orthophoniste titulaire sur ce montant-là.
Comme autre type d'exercice libéral, il y a la collaboration. Donc là, c'est des contrats qui sont souvent un petit peu plus complexes parce que souvent, ils sont un peu plus longs aussi dans le temps et ils ne viennent pas forcément mettre en jeu les mêmes problématiques. On conseille dans ce cas-là au minimum de faire relire le contrat par le syndicat régional ou le syndicat départemental. Il y a toujours des personnes bien informées qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous renseigner, vous alerter sur certaines choses qui peuvent être problématiques dans certains contrats. Voire de le faire rédiger par le service juridique de la FNO, par mode premier, qui propose ce service dans la boutique du service juridique et qui permet vraiment de s'adapter spécifiquement au cas par cas, aux besoins de chaque orthophoniste. C'est vrai que les contrats, on a tendance à les prendre un peu à la légère quand on les signe parce que tout va bien et qu'on se rencontre entre titulaires et collaboratrices ou entre remplaçants et collaborateurs et titulaires, pardon. Et on considère que naturellement les choses vont bien se passer, on exerce la même profession et on a envie de se faire confiance et c'est une très bonne chose, mais parfois il peut y avoir des conflits. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire on peut être en conflit au niveau d'un contrat et donc c'est important d'avoir quelque chose de bien bordé et surtout sur lequel on est d'accord, c'est-à-dire peut-être de discuter des termes pour se mettre d'accord sur ce que ça veut dire, ce que chaque article du contrat veut vraiment dire concrètement pour chaque personne. Parce que quand on se retrouve en difficulté, alors le syndicat peut être là aussi pour répondre aux questions quand il y a des difficultés, mais quand on est en difficulté, ça met tout le monde dans une situation embarrassante, ça peut être même psychologiquement assez impactant et pas du tout agréable. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir fait bien les choses au départ, ça permet d'éviter quand même un certain nombre de situations désagréables. Et le dernier, Oui, donc ça c'est valable aussi dans le dernier type d'exercice. Donc on peut exercer en tant que titulaire, tout simplement, et avoir son cabinet. Et on peut aussi avoir un associé. Donc il n'y a pas de lien de subordination, puisqu'on a chacun notre entreprise. Il n'y a pas de lien de subordination non plus dans la collaboration. Dans l'association, on cherche un partage de moyens, c'est-à-dire un partage de local, un partage d'électricité, un partage aussi de connaissances, parce que souvent ce sont des gens qui s'entendent bien, qui s'associent. Toujours pareil, une association, ça nécessite d'avoir un contrat clair, précis, parce qu'en cas de problème, c'est ce contrat qui fait foi. Et il y a beaucoup de situations qu'on oublie, auxquelles on ne pense pas. Et c'est important de prendre son temps, de vérifier que tout le monde soit bien d'accord sur les termes de ce contrat, en faisant attention au copinage, en se disant de toute façon, ça se passera bien parce que de toute façon, on se connaît bien. Oui, jusqu'au moment où des problèmes d'argent ou de patientèle ou d'autres choses entrent en compte. D'accord ? Donc, c'est très important dans ce que vous a dit Sarah et aussi dans l'exercice en tant qu'associé, de prendre son temps, de faire vérifier les contrats, de ne pas utiliser forcément des contrats copier-coller d'autres contrats parce que chaque situation est unique, même s'il y a des ressemblances. Ça, c'est très important. Maintenant, ces trois types d'exercices présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le remplacement, c'est pour une petite durée. Voilà. La collaboration, généralement, c'est fait en vue d'une association, mais on n'est pas obligé de s'associer à la fin. On peut aussi quitter le cabinet, etc. Et l'association, en général, c'est pour partager une patientèle, pour partager des techniques aussi, des façons, et puis d'être en convivialité parce que c'est rarement sympa d'exercer seul. D'exercer de façon isolée, voilà. En général, c'est beaucoup plus interactif et puis beaucoup plus porteur pour notre profession d'exercer à plusieurs. Voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de plusieurs, ça me fait penser qu'il y a une autre installation qui est la maison de santé pluriprofessionnelle, qui là devient à plusieurs
encore plus nombreux. Et donc, c'est une possibilité d'installation qui est offerte aux orthophonistes de s'installer donc dans une maison pluriprofessionnelle avec d'autres professions de santé. Qui en plus, voilà, dans un esprit avec des projets de santé qui sont réfléchis et instaurés entre professionnels de santé, avec des réflexions, de la coordination, des réflexions autour de cas complexes avec les autres professionnels de santé, tout ça étant accompagné par l'agence régionale de santé qui verse des aides pour la participation à certaines de ces réunions de coordination et de réflexion autour du projet de santé, enfin des projets de santé de la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc ça peut être aussi une façon intéressante. Alors, il y a une question dans le chat. Alors, voyons voir. Laurie nous dit, mais l'ortho qui s'installe dans une MSP n'est pas assujetti aux patients adressés par le médecin. Absolument. Il n'y a pas de lien hiérarchique. Tout à fait, absolument. Donc, on peut refuser un patient qui est adressé par le médecin de la maison de santé? Théoriquement, bien sûr. Théoriquement, oui. Après, la maison de santé, elle est bâtie autour d'un projet, autour d'un médecin, parce qu'il faut qu'il y ait un médecin effectivement à l'origine de ce projet. Elle est bâtie autour d'un projet et généralement, voilà, on va être peut-être plus enclin à prendre ces patients-là. Maintenant, il n'y a aucune obligation parce qu'on reste une entreprise chacune ou chacun. D'accord ? Chaque orthophoniste a son entreprise, même s'il exerce dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Ça permet un exercice coordonné plus simple, mais ça facilite la communication, mais ça n'est en rien une obligation de prendre les patients qui sont issus de ce médecin. Et est-ce que les maisons de santé peuvent être spécialisées dans un domaine ou pas forcément? L'objectif, c'est d'accueillir un maximum de personnes? Comme je te disais, l'objectif, c'est d'accueillir un maximum de personnes. C'est toujours notre objectif, dans la limite de nos possibilités. Maintenant, en général, il y a un projet à l'origine. Donc, si je prends un exemple, le médecin qui est à l'origine de ce projet est plutôt axé sur, je ne sais pas, les pathologies ORL, par exemple. Probablement, dans cette patientèle, il y aura plus de pathologies avec une origine ORL que de pathologies avec une origine trouble neurodéveloppemental, par exemple. Voilà, mais ça n'empêche qu'on peut très bien avoir voilà, une quinzaine de patients avec des pathologies ORL et puis une autre quinzaine de patients tout venant, langage écrit, langage oral, aphasie, etc. D'accord ? Il n'y a pas... La MSP va être un peu orientée à cause du projet et à cause des fonds qu'elle va recevoir de l'ARS aussi, parce que c'est un projet qui est écrit, qui est matérialisé. Maintenant, il n'y a toujours aucune obligation d'avoir tel ou tel type de patient. Ok. Une nouvelle question dans le chat. Est-ce qu'il faut se rapprocher de l'ARS pour monter sa maison de santé? Tout à fait, Elise, oui. Il faut se rapprocher de l'ARS pour monter une maison de santé parce que ce sont des projets qui sont subventionnés. Et il me semble, ouais, absolument. Ce sont des projets qui sont subventionnés et qui doivent répondre à un cahier des charges précis. C'est aussi pour ça que ça rentre dans le dispositif du FAMI, qui est l'aide à la modernisation et à l'installation. Voilà. Parce que justement, il faut que ce soit encadré au départ. Après, comme je dis, il y a des souplesses, il y a une souplesse d'exercice, mais c'est quand même un projet qui est encadré à la base. Ok, donc je suis installée, j'ai choisi mon mode d'installation. Est-ce que vous avez des conseils sur la gestion des rendez-vous, plutôt des rendez-vous fixes ou des rendez-vous flottants est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Je pense qu'on va te donner peut-être deux façons de faire. Voilà, je pense qu'il faut être à l'aise dans son exercice. Donc, si on est à l'aise avec la prise de rendez-vous fixe,
il vaut mieux privilégier cette prise de rendez-vous. Si on est à l'aise avec une prise de rendez-vous flottant, il vaut mieux privilégier cette prise de rendez-vous. Là, maintenant, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'ouvrir des plages horaires aux patients qui nous appellent, etc. Ces outils, on ne les avait pas avant, donc peut-être on a fonctionné autrement. Personnellement, je préfère gérer mon agenda avec des rendez-vous fixes et avec peut-être quelques rendez-vous flottants pour des patients ou des parents de patients qui ont des exercices un peu compliqués, qui sont infirmiers, aides-soignants, etc., qui sont avec des exercices professionnels compliqués et qui ne peuvent pas toujours venir toutes les semaines à la même heure. Maintenant, j'ai d'autres collègues qui ne fonctionnent maintenant qu'avec des prises en ligne, des prises de rendez-vous en ligne, et ça change chaque semaine. Okay. Personnellement, je ne suis pas à l'aise avec, mais elles sont très à l'aise avec, et les deux se valent. Et éventuellement, ce qu'on peut ajouter, c'est que ça peut être utile d'avoir dans un coin de la tête que c'est bien d'avoir un ou des créneaux un petit peu réservés pour l'urgence, parce qu'il arrive quand même relativement régulièrement qu'on nous appelle pour des prises en soins qui sont urgentes. Et que si on est complètement dans un emploi du temps très similaire chaque semaine exactement, mais sans cette flexibilité-là, on peut effectivement passer à côté de certains soins qui sont utiles et nécessaires et urgents. Donc je pense qu'avoir un peu en tête qu'il y a dans le domaine de l'orthophonie, ce caractère urgent, c'est utile de l'avoir en tête, je pense. Puis il y a aussi des gens qui ne sont pas connectés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, n'ont pas la capacité ou n'ont pas l'entourage qui pourrait suppléer ça. Et donc, il faut quand même pouvoir leur proposer un accès aux soins. Bien sûr. Il y a une question dans le chat, c'est ça? Laurie demande si on peut s'installer où on veut, sans prendre en compte le zonage, donc même en zone surdotée, et quid des relations de bon voisinage? Oui, on peut s'installer absolument où on veut actuellement. Il n'y a pas du tout de limitation dans ce domaine. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, les relations de bon voisinage, je pense qu'elles se créent, donc c'est important, je pense, quand on s'installe dans un endroit, quel qu'il soit, de prendre contact avec les orthophonistes qui exercent déjà sur ce secteur-là, dans ce secteur-là. Éventuellement de les sonder si on n'est pas complètement décidé sur notre lieu d'exercice. Mais alors le zonage en plus est à certains endroits très cohérent et puis à d'autres un peu moins. Évidemment, les orthophonistes continuent de s'installer et de déménager, de changer de lieu d'exercice. Donc on ne peut pas suivre suffisamment proche par rapport à la date du zonage. On est toujours un peu en décalage par rapport à la publication du zonage. On est toujours un peu... le zonage est toujours un peu en retard. Mais du coup, effectivement, on peut imaginer que c'est pertinent de s'installer de façon préférentielle dans un endroit qui soit peut-être une zone intermédiaire, une zone sous-dotée, une zone très sous-dotée, sachant que... J'anticipe ta question. Je t'en prie. Il y a des contrats incitatifs pour les orthophonistes qui, justement, vont s'installer dans ces zones très sous-dotées. Donc, on essaye quand même de faire en sorte que l'envie vienne, et y compris en accompagnant financièrement, très clairement. Et les dernières mesures en la matière sont plutôt effectivement alléchantes parce que pour les nouvelles installées, les nouveaux installés, dans une zone très sous-dotée, les personnes qui demandent un numéro ADELI pour la première fois dans cette zone, qui se déclarent en fait, qui se conventionnent pour la première fois en tant qu'exerçant dans cette zone très sous-dotée, vont pouvoir toucher 30 000 €. Donc c'est un contrat de 5 ans, c'est pas versé en une fois. Je pense que je me suis mal exprimée. C'est la toute première fois qu'on s'installe. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'on s'installe dans cette zone très sous-dotée. C'est la toute première fois qu'on s'installe dans sa carrière d'orthophoniste, la toute première fois qu'on s'installe en libéral sans être remplaçant, donc soit en collaboration, soit en étant titulaire. On peut donc toucher cette aide à l'installation de 30 000 €.
Si c'est un déménagement, qu'on avait déjà un exercice dans un autre endroit et qu'on emménage dans une zone très sous-dotée, on peut, pareil, sur un contrat de 5 ans, toucher jusqu'à 19 500 €. Et donc, c'est forfaitaire. Hein, donc, voilà, c'est intéressant de le savoir et de l'avoir en tête. Mais du coup, effectivement, ça nécessite de connaître le zonage qui est accessible sur le site des ARS. Généralement, dans la page qui s'appelle la plateforme d'appui aux professionnels de santé, généralement, la page PAPS, il y a le zonage de la région en question. Et est-ce qu'il faut, par exemple, appeler et être sûr avant où on s'installe et après on voit le zonage et on peut toucher ces sous-là? C'est-à-dire, alors, tu veux dire, Tu est-ce que vois, c'est... par exemple, je me dis, je suis nouvelle installée, c'est mon premier cabinet, je m'installe et après j'entends parler du zonage et on me dit, ah bah tiens, profites-en, tu es dans une zone sous-dotée. Voilà. Est-ce que c'est pas trop tard, par exemple, une fois que je suis installée? Non, on peut signer le contrat, une fois qu'on a posé sa plaque. Donc ça concerne toutes les zones très sous-dotées. Et oui, on peut. Alors, oui, on peut tout à fait en faire la demande une fois, si on se rend compte, une fois installé, qu'on a la chance d'être en zone très sous-dotée. Pour répondre à la fin de ta question, Laurie, alors le bon voisinage, je pense que c'est aussi des questions de bon sens et de respect de façon générale. C'est toujours bien vu, effectivement, de demander aux orthophonistes qui sont déjà installés là comment elles s'en sortent. Alors bon, de façon générale, on n'a pas trop de problèmes parce que vu les listes d'attente, il n'y a pas trop de soucis pour l'installation, mais c'est toujours bienvenu de demander comment s'en sortent les orthophonistes qui sont déjà installés. Est-ce qu'elles ont des listes d'attente? Oui, non. Est-ce qu'elles ont des besoins particuliers? Et puis, de façon générale, c'est aussi bien de peut-être, alors au début de la carrière, c'est plus compliqué, mais peut-être d'avoir un projet aussi. Et là, je parle spécifiquement des territoires d'outre-mer. Parce que souvent, on a envie de partir se balader un petit peu après les études et de faire quelques remplacements. Alors, un peu Martinique, Guadeloupe, un peu Réunion, un peu Polynésie, tout ça, c'est chouette, c'est super. Mais il faut aussi penser que ce sont des territoires qui sont petits, avec un petit nombre d'orthophonistes, et qui, du coup, voient arriver beaucoup d'orthophonistes avec un peu comme si c'était une plaque tournante. Alors, c'est pas de la drogue, mais ça fait que ça peut déstabiliser le fonctionnement de l'accès aux soins parce qu'on peut avoir très rapidement 3, 4, 5 orthophonistes qui s'installent et l'année d'après qui s'en vont parce qu'elles étaient juste venues pour un remplacement et puis ça leur a pas plu, elles sont pas restées, etc. Ce qui est entendable, hein, mais il faut aussi penser qu'il y a des gens qui restent sur place et derrière, il y a des patients qui sont là et qui généralement ne viennent pas que pour une année ou que pour 3 mois ou que pour 6 mois. Généralement, c'est des soins qui sont lourds. Et voilà, c'est important de se faire connaître quand on arrive dans sa région à son syndicat départemental. Même si on n'adhère pas, c'est bien de se faire connaître parce qu'au moins, on a aussi des informations. Parce que sans adhérer, on a des informations. D'ailleurs, la plupart des informations dont on vous parle ce soir, vous pouvez les trouver sur le livret professionnel sur le site de l'AFNO. Donc, c'est toujours important de se faire connaître là où on arrive sans faire de publicité, parce que ça aussi, on n'a pas le droit de faire un encart de 4x3 pour dire qu'on s'est installé. En revanche, un petit mot, un petit coup de fil, un petit mail si vous avez au syndicat régional ou départemental, et puis aux médecins qui sont là, et puis aux orthophonistes qui sont là, c'est toujours bienvenu. Ok. Alors,
J'ajoute que c'est vrai que quand on se rapproche du syndicat départemental ou régional, ça permet d'avoir pas mal d'informations, comme des petits trucs pour démarrer, par exemple, comme l'affichage obligatoire dans son cabinet. Enfin, il y a pas mal de petites choses auxquelles on pense pas forcément spontanément et ben, qui permettent un encadrement, une aide au démarrage quand même avec les collègues qui sont là depuis plus longtemps et qui peuvent aider à démarrer cette première expérience professionnelle. Oui, Sarah, tu reprends, n'est-ce pas? Vous le faites en région. Bien Oui, sûr, oui, évidemment. il n'y a pas de problème. oui, il faut afficher la nomenclature des actes professionnels, c'est ça? Alors, il y a plein de choses à mettre. À ce sujet, le site de la FNO est encore notre meilleur ami. Voilà, puisque grâce au livret professionnel, vous pouvez savoir tout ce qu'on est obligé d'afficher dans la salle d'attente. Alors, effectivement, il faut afficher au moins 5 comment ça s'appelle 5 actes de la nomenclature, d'accord, avec les tarifs. Donc, on a une nomenclature qui s'appelle la NGAP, qui est donc la nomenclature des actes professionnels pour les orthophonistes. Il faut marquer les infos RGPD, ce dont vous a parlé tout à l'heure Sarah, sur la gestion. En fait, ça permet d'avoir une idée de la gestion des données sensibles de santé. Il y a aussi un registre d'accessibilité. Alors ça, c'est un petit peu plus, enfin, c'est un peu plus récent. Ça concerne tout ce qui est accessibilité des personnes à mobilité réduite, mais pas seulement. Ça peut être l'accessibilité aux personnes qui sont déficientes visuelles ou déficientes auditives, etc. etc. Et ça va avec le fait d'avoir un local aux normes. Oui, on n'a pas évoqué effectivement tout à l'heure, on est passé de quelles sont les démarches à faire, enfin on ne s'est pas encore arrêté sur effectivement les locaux professionnels. On pourra le... Ouais. Donc voilà, si vous êtes adhérent à une association de gestion aussi, il faut l'indiquer. Alors ça c'est pareil, dans les prochains temps, on n'aura peut-être plus besoin de ça, mais pour l'instant il faut le noter. Évidemment, il faut, mais ça c'est pour tout le monde, tous les établissements accueillants du public, les numéros d'urgence, de façon à ce qu'il se passe, si jamais il se passe quelque chose de particulier dans votre cabinet, que ce soit pris en charge le plus tôt possible. Voilà, ça c'est un résumé. Hein. Après, il y a d'autres choses à mettre, mais je ne les ai pas toutes en tête. Donc après, c'est vrai que être avec les collègues autour de chez soi, ça permet, enfin de son cabinet, ça permet toujours finalement de ne pas réfléchir tout seul et d'être vraiment épaulé en début de carrière. Alors vous êtes d'accord avec moi, Anne et Sarah, sur le côté vraiment charge mentale énorme en fait en début d'activité professionnelle et ça on n'a encore pas vu un patient en fait quand là ça va faire presque une heure qu'on parle et on a toujours pas vu un patient en fait dans tous les trucs à faire. Donc c'est vraiment je pense vraiment que la FNO elle est là pour accueillir et pour épauler ces orthophonistes avec des moments hyper stressant quand même, il faut le dire, hein, parce que démarrer, c'est quand on a des stages et tout, on voit les informations, on voit les choses, mais finalement, quand on est vraiment de l'autre côté du bureau et qu'on doit se lancer tout seul, c'est pas le même stress, je pense. Oui, absolument. C'est vrai qu'au niveau départemental ou régional, on peut vraiment accueillir ces questions, aider à installer, à mettre en place toutes ces obligations, toutes ces choses. L'exercice libéral, c'est un très bel exercice.
c'est un exercice qui offre de la souplesse, qui offre une vraie liberté, mais qui évidemment est réglementé et donc contraint par un certain nombre de documents, donc que ce soit le Code de la santé publique, la Convention nationale, tout un tas de documents qui nous régissent, qui sont denses et complexes, mais qui sont importants. Et donc c'est vrai qu'en tant que syndicat régional ou départemental, on peut vraiment aider les jeunes orthophonistes, ou en tout cas les jeunes installés, à faire face à toutes ces questions, effectivement. Ok, super. Est-ce que tu veux qu'on parle du local? Alors oui, on peut peut-être parler du local. Est-ce que c'est obligé d'avoir un local déjà? Comment on peut le choisir? Alors, il faut avoir disons qu'il faut pouvoir recevoir les patients, donc il faut avoir un local. Pour le choisir, alors je pense que ça va être très différent en fonction des lieux d'exercice, pour le coup. Il y a effectivement il y a la question de la destination du lieu d'exercice, donc la destination du local. Il y a en tout, il y a 5 destinations possibles qui vont en gros d'habitation à commerce, en passant par bureau. Voilà, et donc il faut que ça soit dans la bonne case. Mais parfois, quand on souhaite acheter par exemple un local, il n'est pas dans la bonne case, on peut faire une demande pour le faire changer auprès des services de l'urbanisme de la mairie. Mais évidemment, si on veut acheter un local, il faut peut-être mettre dans les clauses d'achat le fait que l'achat soit coordonné à ce changement de destination, parce que si on ne l'obtient pas et qu'on a acheté un local dans lequel on ne peut pas exercer, ça va être problématique. Donc il y a d'un côté cette destination du local, et ensuite il y a, si on est locataire, le type de bail qu'on va signer. Et donc, dans notre cas, il faut que ce soit un bail professionnel, bien entendu. Ensuite, il va y avoir ces questions d'accessibilité qui sont relativement complexes, assez récentes, effectivement. Ça fait 5-6 ans que l'obligation est vraiment entrée en vigueur, qui concerne, comme disait Anne, tous les types de difficultés, de handicap, qu'ils soient visuels, auditifs, moteurs. Officiellement, on n'a plus le droit maintenant de faire de nouvelles demandes de dérogation, c'est-à-dire que si vous souhaitez vous installer dans un nouveau local qui n'était pas un local professionnel auparavant, il faut qu'il soit accessible. Point. Au cas par cas, dans certaines villes. Donc, Oui. Sarah, par exemple, je pourrais pas m'installer dans une caravane ou dans un bateau. Non. Non, il faut avoir Non, effectivement. Non, mais c'est parce qu'on a eu la question, en fait, dans notre département, sur un cabinet qui pourrait se déplacer, en fait, d'île en île ou en caravane, tu vois, avec Oui. au camping-car. Mais le côté, j'arrive dans un village, je fais les séances et je repars. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, ce que dit Marie en commentaire, c'est ce qu'on appelle l'exercice forain, qui est donc effectivement interdit. C'est-à-dire que tu peux avoir ton cabinet qui se déplace, mais toi, tu dois pouvoir recevoir ton patient dans un cabinet qui est accessible pour lui et à tous, en fait. Donc, sauf si tu fais du domicile, c'est-à-dire que tu as ta caravane, tu vas sur l'île de Ré, par exemple, et tu fais que des domiciles, ok. Mais si tu reçois dans ta caravane, à ce moment-là, c'est pas légal pour l'instant. Et donc, en termes d'accessibilité, dans certains endroits, il existe encore des possibilités de dérogation. Alors, je ne peux pas en faire la liste, je ne le sais pas, hein, mais en tout cas, on peut se renseigner dans la direction territoriale ou à la mairie pour savoir si c'est possible de faire une demande de dérogation. Mais sinon, donc, il faut avoir un local accessible ou alors s'installer dans un local pour lequel une demande de dérogation a déjà été faite et acceptée, parce qu'elles sont cessibles, en fait, elles se transmettent. Donc, si l'exercice continue d'une professionnelle à l'autre, à ce moment-là, la dérogation va continuer. Donc, on peut continuer à exercer dans le même local. C'est une vraie question. C'est évidemment, et je pense qu'on est les premières à
dire que c'est très utile l'accès, c'est une vraie contrainte, c'est quelque chose qui est assez complexe et souvent dans les centres-villes, c'est assez compliqué. Nous, ici à Paris, c'est pas évident d'avoir un local accessible. Donc voilà, c'est quelque chose à avoir en tête et parfois il faut passer par... Il y a des systèmes hein, qui permettent de devenir accessible, par exemple en mettant une rampe qu'on n'installe pas en permanence mais qu'on installe quand c'est nécessaire. Enfin voilà, on peut... mais c'est important. Puis après, il faut bien réfléchir au montant du loyer ou du prêt qu'on rembourse parce que, bien entendu, quand on commence à exercer, on ne paye pas ses cotisations, toutes ses cotisations tout de suite, mais ensuite, il faut quand même les prendre vraiment en compte en les retirant du chiffre d'affaires. Hein. Le chiffre d'affaires qu'on reçoit, ce n'est pas le revenu à la fin. Et donc, on doit en retirer la cotisation, mais aussi le loyer. Et le loyer peut parfois prendre une importance très forte. Nous, à Paris, par exemple, le loyer, c'est un poste de dépense très important pour les orthophonistes. Donc, il faut quand même vraiment bien réfléchir avant de signer, que ce soit viable sur le long terme. Ok. Oui, les charges, ça concerne environ 50%, c'est ça qu'il faut déduire Oui, je pense qu'en moyenne, c'est à peu près ça qu'on compte. Après, c'est assez variable, effectivement, souvent en fonction du loyer. Enfin, je pense que c'est ça vraiment le delta. Hein. Okay. Mais je pense qu'on va dire peut-être entre 35 et 55%, quelque chose comme ça. Ça me paraît assez juste en fonction du loyer ou alors après de la rétrocession ou de la redevance qu'on paye en collaboration. Mais à peu près ça me semble okay. Pas mal. Disons que les 3 premières années, enfin, je ne sais pas si ça fonctionne encore le fait d'avoir 3 premières années d'exercice. Avant, les cotisations étaient calculées sur les années N-2. Et du coup, ça faisait qu'à la 3e année d'installation, on avait un petit rattrapage, très douloureux, tout petit, Marie. Voilà, très, très douloureux. Là, maintenant, ces structures ont décidé, enfin les structures de l'État, du coup, ont décidé de diminuer le nombre d'années en arrière. Donc, ce qui fait qu'on est basé, un peu comme pour les impôts, sur N-1 maximum, mais surtout sur l'année qui vient de s'écouler, pour le calcul des charges. Et ils font ça de façon assez rapide maintenant avec une déclaration en ligne qui fait que, bon, ben là, maintenant, on est au mois de juin et on a toutes reçu nos cotisations pour compléter l'année 2020 si elle n'a pas été assez abondée et sinon être remboursée si on a trop perçu. Oui, à une époque, c'était plutôt en septembre. On faisait les déclarations papier en juin, juillet et on obtenait les régularisations au début de l'automne. C'est ça. Mais effectivement, le poste loyer est l'un des postes vraiment les plus variables et qui va entraîner cette portion de charge à prélever plus importante. Évidemment, si j'exerce à Paris ou si j'exerce en Martinique, je ne vais pas avoir les mêmes frais, c'est sûr. Si j'exerce, je ne sais pas moi, dans le Loiret ou à Paris ou à Bordeaux ou à Lyon, je ne vais pas avoir les mêmes loyers. Et forcément, il va falloir que je prenne ça en compte parce qu'au moment où je vais devoir me verser, entre guillemets, un salaire, qui n'est pas vraiment un salaire, mais avoir des sous pour vivre, il faut que j'ai anticipé tout ça. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il faut être assez bien entouré pour savoir dès le départ qu'on va ponctionner 50% pour être assez à l'aise. Et après, au fil du temps, ça va s'ajuster hein, parce que l'exercice, généralement, sauf quand on a des périodes de congé maternité, etc., où effectivement, on a des différences assez importantes. Mais de façon générale, l'exercice, il ne change pas du tout au tout d'une année sur l'autre. Bon, là, évidemment, on sort de crise Covid, donc on a eu des problèmes, mais de façon générale, voilà, il faut savoir que ça s'harmonise, ça se régularise, et en général, on a peu de rattrapage en suivant, sauf si on a un accident de vie ou quelque chose qui entraîne ça. Et puis, au fur et à mesure des années, on construit aussi théoriquement une trésorerie qui permet de s'ajuster quand c'est nécessaire. Donc, Et là, c'est vrai que du coup, on n'a pas encore parlé, mais il y a aussi toutes ces assurances quand même à prendre. Plus on est jeune et plus on peut prendre sa prévoyance tôt, par exemple.
Alors, une prévoyance, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? C'est la chose qui va nous aider quand on aura des petits problèmes. Alors attention, une prévoyance, c'est une assurance, hein. C'est un peu une assurance sur les accidents de la vie. C'est-à-dire, je tombe malade ou j'ai un accident ou je ne peux plus exercer. Ça veut dire que je ne peux plus subvenir à mes besoins en tant que libéral. Je ne peux plus assumer mes charges. Et donc, la prévoyance, on l'alimente. C'est comme une assurance de vie, entre guillemets, sauf que c'est une assurance travail, pareil. On l'alimente de façon à ce que le jour où on a un problème, cette prévoyance entre en compte et nous aide. Attention, ce sont des assureurs, donc eux, le but du jeu, c'est de ne pas payer. C'est normal, voilà, c'est le principe de la mutualisation, on prend des fonds et puis on reverse à celui qui a un problème. Mais le problème, si tout le monde a un problème, on ne pourra pas reverser à tout le monde. C'est ce qui s'est passé lors du premier confinement, au début de la crise sanitaire, où on s'attendait tous à ce que les prévoyances prennent le relais. Et puis, le cas de pandémie, ce n'était pas écrit dans les clauses du contrat. Bon, voilà, c'est ce genre-là. Mais sinon, si je prends un exemple personnel, si j'ai un arrêt maladie, parce que j'ai un arrêt maladie de 6 semaines, ma prévoyance est là, pas pour combler toutes mes charges, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir un mois de rémunération comme si j'avais travaillé pendant un mois et demi, bien sûr, mais en tout cas pour me permettre de subvenir et de combler mes charges de fonctionnement. Voilà. Sachant qu'avec la Carpinco, par exemple, ce n'est pas une prévoyance, c'est une caisse de retraite, on commence à percevoir quelque chose, pour la CPM, on commence à percevoir quelque chose au bout du 91e jour. Non, c'est bien la Carpinco. C'est bien la Carpinco, ouais. Voilà. Par ça. Contre, il y a eu un changement sur les indemnités. Oui. En fait, donc la Carpinco, c'est une caisse de retraite et d'invalidité. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'au bout de 90 jours de maladie, on commence à toucher des indemnités de la Carpinco. Dans les 90 premiers jours, actuellement, il y a, alors, hors grossesse, qui est un cas un peu à part, donc les grossesses pathologiques peuvent bénéficier d'indemnités journalières. Mais sinon, pour l'instant, on touche effectivement que la prévoyance qui prend. Et donc là, la prévoyance, donc souvent il y a des délais de carence. Assez typiquement, c'est 15 jours. Parce qu'en fait, on peut négocier de les baisser, hein, mais par contre, ça veut dire payer un surcoût, évidemment, chaque mois. Donc, il faut évaluer son risque. Voilà, c'est vraiment typique d'une assurance. Hein, c'est imaginer ce qui peut se passer sans non plus être trop terrorisé, parce que sinon, on va dépenser beaucoup d'argent. Mais c'est effectivement un poste qui me semble utile et je pense qu'on ne peut que le conseiller aux jeunes orthophonistes. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment important. Et après, voilà, voir dans quelles conditions. Alors, parfois, le délai de carence est inférieur quand il y a une hospitalisation ou quand c'est un accident, par exemple. Enfin, ça, c'est modulé en fonction des assurances. Dans quelques mois, il y aura, pour tous les arrêts de travail, des indemnités journalières de la CPAM. L'URSSAF va venir chercher de nouvelles cotisations sur nos chiffres d'affaires en vue de nous indemniser, donc des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Donc en fait, comme les salariés, il y aura 3 jours de carence et ensuite on aura une indemnité qui sera en fonction du revenu, qui sera proportionnelle au revenu, tout comme la cotisation l'est. Et donc ça va commencer l'an prochain. Donc du coup, il n'y aura plus il faudra réfléchir différemment à notre approche de la prévoyance. Hein. Au 1er juillet, merci Marie. C'est les cotisations qui commencent en 2022 ? J'ai un doute. Oui. Ça, voilà. Après, Sarah, si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que pour l'instant, c'est une mise en route. Il faudra peut-être rester prudent sur ce qu'ils proposent. Et je pense qu'on ne peut pas éviter de prendre une prévoyance parce qu'en fait, on ne peut pas se dire qu'on va travailler jusqu'à 67 ans sans jamais un arrêt de travail, sans jamais un pépin dans la vie, par exemple. Il faut savoir que plus on le prend tôt et jeune,
et moins c'est cher. Donc, une fois qu'on a eu un pépin, par contre, ces fichus, on ne peut plus être assuré. Ouais. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, ces assurances, elles assurent les gens qui sont en bonne santé. Donc, et il faut faire aussi attention dans les contrats qui vous sont proposés, je pense, de regarder ce qui est assuré. Parce que parfois, on peut assurer que les charges du cabinet en se disant, ben, j'assure mes charges, mais finalement, je ne me prends pas de salaire. Mais enfin, je me mets pas de salaire. Mais bon, quand on a un appart à louer ou une maison ou une voiture à payer, il faut peut-être aussi se dire de ne pas prendre le premier prix des prévoyances, mais te dire qu'on ne peut pas assurer que nos charges de cabinet, mais peut-être aussi un salaire minimum pour subvenir à nos besoins en cas d'arrêt prolongé, quoi. Mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose à savoir, c'est quand il faut s'assurer quand on est en bonne santé et jeune, parce qu'une fois qu'on a eu un pépin, en fait, on se fait souvent bouler des prévoyances parce qu'en fait, on ne prend pas de gens malades. On sait que c'est un risque, en fait. Ça coûte plus Si cher. je peux juste me permettre par rapport aux IJ, comme tu disais bien et comme ça a été très clairement expliqué, les prévoyances, elles couvrent l'invalidité et la maladie. Là, les IJ, elles vont couvrir que la maladie. Donc, s'il y a une invalidité, s'il y a une perte d'activité, la prévoyance pourra toujours intervenir. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément une bonne idée de ne plus prendre de prévoyance avec ce nouveau système. C'est plutôt clair. Il y a encore plein de questions, mais bon, après, vous avez d'autres ressources si on a d'autres questions, notamment le livret professionnel de l'AFNO et le guide de l'installation libérale de l'AFNO. Oui, et puis mais moi, je rappelle forcément, je vais faire un petit peu de pub, hein, mais c'est vrai que pour les jeunes installés, il y a une adhésion à 30 € seulement pour les PRUMS. Quand c'est votre première année d'installation, ça peut être vraiment sympa d'adhérer à la FNO parce que là, vous êtes vraiment, je dirais, cocooné. Vous avez des questions, on y répond, vous avez plein de ressources. Parce que là, pour l'instant, ça fait 1 heure qu'on parle et donc là, potentiellement, vous n'avez encore vu aucun patient en fait dans tous les trucs. Donc, vous allez avoir plein de questions dans votre début de carrière. Et c'est vrai que finalement, c'est aussi cette communauté d'orthophonistes qui se serre les coudes depuis des années maintenant et qui permet aussi, par exemple, là, il y a un document qui est sorti il n'y a pas très longtemps au sujet des ESS. Est-ce que je vais aux réunions équipe éducative? Comment je fais? Il y a l'histoire aussi des forfaits. Il y a des trucs, on ne sait jamais quand on arrive comme ça à tout gérer, à tout connaître, à tout savoir. Et là, c'est vraiment c'est pris de trois cinoches, quoi. Donc, ça fait quand même une sacrée année avec un encadrement des conseils, des aides et des ressources et des goodies qui vont vous être proposés pour finalement démarrer son installation sereinement, zen et pas être tout seul, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on a beau travailler dur dans les différentes commissions pour produire des documents qu'on met parfois en libre accès, parfois un peu plus réservés aux adhérents, mais en même temps, il reste toujours des questions. Et là, c'est vrai que les syndicats régionaux sont là pour répondre et sont pour répondre aux questions des adhérentes et des adhérents de l'AFNO, des syndicats régionaux. Je pense que c'est important d'avoir ce contact-là. Parfois, on a l'impression, ou on a d'ailleurs légitimement le sentiment d'avoir une situation spécifique. Et c'est bien normal et on peut vraiment répondre avec toute notre expertise construite sur nos années d'expérience et d'apprentissage au sein des commissions, au sein des syndicats. Après, Et puis, il y a aussi le service juridique quand même à la FNO quand on est adhérent. Et ça, c'est quand même aussi un soutien hyper important au quotidien parce qu'on n'est pas juriste, en fait. Ce n'est pas notre boulot. Donc, c'est quand même génial de pouvoir passer un coup de fil et d'avoir les mails et d'être vraiment encadré, soutenu. Et puis, quand on démarre aussi, quand même, on n'en a même pas parlé, mais il y a aussi l'investissement sur tous les tests et le matériel. Et là encore, avec votre adhésion à seulement 30 €, et ben, vous obtenez quand même 40% de réduction sur vos achats chez Ortho Édition. Donc 40%, c'est quand même énorme, ne serait-ce que pour acheter des tests ou du matériel, c'est quand même un chouette cadeau pour démarrer, quoi. Sans parler du caducé. Sans parler du caducé.
Je veux dire, il y a des villes, par exemple, comme Rochefort-sur-Mer, quand vous avez caducé, vous ne payez pas le parking. Hein, ça, faut le savoir. Mais alors là-dessus, c'est intéressant, Marie, du Tilleul, tu peux peut-être nous donner un petit coup de main là-dessus. Alors là, l'histoire du caducé et je paye pas mon parking. Alors, dans les textes, il me semble que c'est à la délicatesse du policier qui va vous mettre ou non la. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des villes qui ont un peu. En fait, il n'y a rien d'acté, si je comprends bien. Il y a des villes qui ont un peu voilà, acté le principe de dire bon, les professionnels de santé, c'est important qu'ils puissent aller faire des domiciles. Donc, s'ils ont des caducés, il n'y a pas de verbalisation, etc. Mais je pense que c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de règle générale à ce niveau-là. En tout cas, c'est stylé d'avoir un beau caducé sur sa voiture. Ça, c'est clair que. Et en plus, il a votre nom. Hein. C'est hyper sympa. Et pour le prochain confinement, ce sera pratique. Non, je plaisante. Donc, cette soirée s'achève, il est 20h33. Il y a encore tellement de choses à dire, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, à poser vos questions, à vous rapprocher de vos collègues, parce que c'est important de commencer votre vie professionnelle sereinement et accompagné de collègues quand même bienveillantes pour avoir aussi plus d'accès aux soins. Ça, c'est quand même chouette. Donc, rejoignez-nous chez les libéraux, c'est super sympa. Et puis, essayez aussi. Enfin, ça bouge beaucoup et ça bouge vite ces temps-ci. Donc, voilà, ne serait-ce que dans les pratiques qu'on peut désormais rajouter à notre panel, notre champ de compétences, il y a le télésoin, hein, maintenant qu'on peut utiliser. Mais essayez de rester, mon conseil, c'est d'essayer de rester au plus près de ce qui se passe. Alors, il y a les réseaux sociaux, c'est bien, mais cherchez des informations vérifiées. Bon, après, Daphné, vous savez faire. Mais pour les autres qui n'ont pas l'habitude, il y a toujours beaucoup d'informations. Maintenant, il faut qu'elles soient bien vérifiées, qu'elles soient bien sûres et qu'elles soient sourcées. Donc, c'est un peu comme dans le reste du monde. Là, c'est pareil, parce que parfois, on peut faire des petites bêtises qui peuvent avoir d'autres conséquences, simplement parce qu'on a écouté une telle ou une telle qui, elle avait fait comme ça, mais et elle n'avait pas eu de problème. Un grand classique des réseaux sociaux. Voilà. Christelle dit que certains syndicats départementaux ont été amenés à négocier le stationnement gratuit pour les orthophonistes. Oui. Par exemple, à Rouen. Mais absolument. Effectivement, j'ai reçu aujourd'hui une réponse d'un mail d'une orthophoniste de Vincennes, donc pour le syndicat régional. Et on est en train de se battre avec la mairie de Vincennes parce que les kinés ont le droit de ne pas payer les stationnements, mais qu'ils insistent pour dire que les orthophonistes doivent payer le stationnement. Donc la bataille va s'engager à Vincennes. Charmant. Bon, mais sur ces bonnes paroles, donc n'hésitez pas à payer votre stationnement quand il faut quand même. Hein, et bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain Facebook Live. À bientôt. À très bientôt. Merci.